Et aujourd'hui, on a accepté d'être pauvre, on a accepté de réduire notre train de vie, on est même venu vivre en France alors que la qualité de vie ici elle est 10 fois moindre que là où on était. Et tous ces sacrifices pour aujourd'hui vous donner ma vision de l'avenir. Et cette vision de l'avenir, je vais commencer, enfin je vais parler de plusieurs choses, je vais parler de l'avenir à long terme, parce que on est dans une société aujourd'hui où ils ont essayé d'amener tous les hauts dirigeants du monde à changer très vite, très très vite. Et quand je vois par exemple qu'un président change tous les 5 ans, c'est une aberration quand on réfléchit, parce que si vous prenez par exemple une grosse entreprise, et que demain on vous dit, voilà maintenant vous dirigez cette grande entreprise, combien de temps il vous faudra pour connaître les gens qui y travaillent, pour connaître comment fonctionne l'entreprise, pour analyser son fonctionnement des dernières années, pour connaître la comptabilité, les fournisseurs, les clients, etc. Combien de temps il va vous falloir pour vraiment tout savoir avant même de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer pour que l'entreprise aille mieux. Il vous faudra déjà beaucoup de temps. Et si on parle d'une grosse entreprise, on va déjà parler d'1, 2 ou 3 ans. Avant vraiment de la maîtriser complètement et de savoir ce qu'il faut faire. Et là on parle d'un pays. Et là on parle d'un pays. Or, parlons d'un pays, qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens savent qu'ils ont un délai très court, ils n'ont que 5 ans, ils ne peuvent rien faire de bien. Donc, ce système-là, c'est un système qui amène ceux qui sont en place, comme ils sont en plus élus, ils savent qu'ils ne sont pas sûrs d'être réélus, à nouveau, donc ils sont sûrs que des 5 ans qu'on leur a donné. Alors quelle est leur seule idée pendant ces 5 ans? C'est ramasser le maximum d'argent. D'en profiter au maximum, etc. Et en même temps de ne pas déplaire à ceux qui les ont fait élire. Qui les fait élire? C'est ceux qui ont les moyens de payer les articles dans les journaux, de payer la télé, etc. Ce sont les grands capitalistes du monde, donc les banques, les multinationales, qui possèdent les télévisions, les journaux, etc. et qui les font élire. Et qui vont en échange leur demander ensuite de passer les lois qui les arrangent à eux. Oui. Et donc le monde fonctionnant comme ça, ça c'est le système actuel. Alors si je dois avoir une vision de l'avenir, je vais dépasser complètement ces choix et ces notions-là en vous lisant, pour commencer, une petite étude qu'a fait un scientifique, d'un livre d'ailleurs que je vous ai toujours recommandé de lire, oui. qui est un livre de science, mais de science générale, et qui donne un peu toutes les idées générales. Et dans ce livre, il y a une analyse de la population humaine, de la vitesse à laquelle elle croît. Et dans ce livre, il est démontré physiquement qu'en 2500, c'est-à-dire donc dans pas très longtemps, puisqu'on est déjà en 2017, donc si on continue sur le même rythme de progression de la masse humaine, en 2500, sur la planète, chacun aura 1 mètre carré. C'est-à-dire que plus personne ne pourra ni s'asseoir, ni s'allonger. On sera tous debout, côte à côte. Et bien sûr, on n'aura rien à manger, rien à boire, rien. Si on suit la même évolution. Et si on continue comme ça, alors dans ces calculs, je ne sais plus où ça va, mais la masse humaine en 4000 ou 4500, la masse humaine en tant que masse, le poids corporel, dépasserait celui de la Terre, de la planète. Ça veut dire que la seule façon dont on pourrait vivre, ce serait d'avoir conquis déjà toutes les planètes qu'on connaît à proximité du système solaire. Et même là, il ne faudrait pas très longtemps pour que... Donc il y a, dans toutes les espèces qui vivent sur Terre, il y a toujours un prédateur. Toujours. Donc si vous prenez la gazelle, le lion est son prédateur. Donc sur l'ensemble du troupeau, il va capturer les plus faibles, les plus vieux, les plus débiles, et c'est comme ça que la race se maintient. Quel est d'après vous le prédateur de l'homme? Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrôle de l'homme. Il n'y a pas de contrôle de l'homme. Alors quel est le vrai prédateur de l'homme si on veut bien réfléchir intrinsèquement, intelligemment? Le seul prédateur de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est notre cerveau, notre intelligence. Et c'est notre cerveau, exactement. Or, notre cerveau peut nous dire comment limiter notre espèce pour qu'elle ne devienne pas... Parce que quand une espèce croît démesurément, c'est-à-dire sans limite, elle détruit toutes les autres.
Et c'est ce qui se passe depuis 50 ans. On voit toutes les espèces animales qui disparaissent peu à peu, une multitude d'espèces de plantes, on voit les dégâts au niveau de la planète. Pourquoi? Parce que l'homme croît en trop grosse quantité par rapport aux autres. L'équilibre est rompu. Le prédateur de l'homme, c'est quoi? C'est son cerveau. Et par son cerveau, si on reste dans le schéma tel qu'il a toujours existé, ce sera les guerres, qui permettent de tuer beaucoup de gens. Seulement dans les guerres, jusqu'à présent, c'était toujours des guerres d'armée contre armée. Qu'est-ce qui a changé depuis une cinquantaine d'années? C'est que ceux qui mènent le monde, c'est-à-dire qui ont mené un programme général à travers les multinationales et les banques pour contrôler les armées, et cela maintenant oriente notre monde vers une nouvelle forme qui est non plus que les armées affrontent des armées, mais que des armées affrontent des civils. Et le massacre de civils est aujourd'hui le meilleur moyen d'empêcher l'espèce humaine de se développer. Et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Tout est fait pour tuer le plus de gens possible et les rendre faibles, et en même temps qu'ils rapportent de l'argent. Parce que le commerce, l'argent, est devenu aujourd'hui le nouveau Dieu. Ça remplace les religions, ça remplace la morale, ça remplace tout. Aujourd'hui, les gens sont prêts à n'importe quoi pour de l'argent. Et on est, par des multinationales et des banques qui dirigent le monde, on est passé de l'homme en grosse quantité qui sert à être un consommateur et un payeur d'impôts, donc qui leur rapporte de l'argent, et on est passé maintenant à un homme qui est en surnombre, qui rapporte plus d'argent parce qu'il faut l'assister socialement. Et dans tous les pays, le nombre de chômeurs, le nombre de gens qui sont plus consommateurs parce qu'ils ne peuvent plus, est tellement gros qu'aujourd'hui, l'intérêt des hauts dirigeants, c'est d'utiliser donc le cerveau, encore une fois l'intelligence, pour tuer le plus de gens possible et en faire disparaître le plus grand nombre possible. Et tous les programmes actuels sont faits dans ce sens-là. Donc c'est quelque part naturel. C'est une manière pour l'espèce humaine de s'autogérer et de limiter son nombre. Seulement, moi je vois deux inconvénients à cela. J'en vois un qui est que ces gens-là sont obligés d'aller au bout de leur schéma, c'est-à-dire se considérer eux comme une élite supérieure à la race humaine générale, donc qui aboutira forcément à une dictature absolue de leur part, disant qui a droit de vie, qui a droit de mort. Et c'est eux seuls qui ont droit de vie et de mort sur tout le monde. Et ça, déjà, je trouve pas ça normal. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'ils soient efficaces, leur programme, il exige avant tout de s'en prendre aux enfants. C'est-à-dire d'empêcher les enfants de devenir des adultes normaux, épanouis, et donc de limiter leur intelligence en les rendant autistes ou à moitié autistes. Et c'est pour ça qu'on ajoute énormément d'aluminium dans les vaccins et de mercure, de façon à ce que l'intelligence se développe au minimum. Pourquoi? Parce que des gens qui sont peu intelligents sont faciles à manier, restent soumis, sont faciles à rendre esclaves, et en même temps sont des gens qui physiquement vont être plus faibles et donc qui vont consommer des médicaments toute leur vie. Et on voit dans la plupart des pays où justement il y a ce malaise, on voit la masse de gens qui prennent des trucs pour dormir, qui prennent des trucs pour l'antidépression, contre la dépression, contre ci, contre ça, mais ils ont toujours besoin d'une pilule. Et donc on arrive à détruire l'enfance en gagnant de l'argent. Donc c'est fabuleux comme système, ça rapporte énormément, c'est bien, ils continuent eux à s'enrichir et à créer d'autant plus l'écart entre ceux qui sont très riches et une grande masse qui est de plus en plus pauvre. Et ce schéma, il est appliqué dans le monde entier, partout. Alors, comment je vois l'avenir? Moi, je le vois, ça fait 10 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit déjà à cette époque-là, et puis je l'ai écrit dans le livre La Démosophie, donc que 2018 serait vraiment l'année où ils vont lancer le grand chaos. Oui, oui. Le grand chaos, c'est un mélange de 3 aspects, qui sera guerre civile, intérieure, guerre mondiale et pandémie. Les 3 en même temps. Et les 3 en même temps, c'est un ravage sur toute la planète. Les guerres civiles, pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait dans un même territoire 2 populations différentes, de façon à ce qu'elles se reconnaissent physiquement et qu'elles puissent s'affronter en sachant à qui ils ont affaire. Donc c'est difficile de faire une guerre civile, par exemple, à l'intérieur même de Paris, où il n'y aurait que des Parisiens. Parce que sur la figure de l'autre, tu ne sais pas qui il est. En revanche, si tu fais venir des émigrés d'ailleurs, alors à ce moment-là, physiquement, c'est une autre ethnie, et donc reconnaissable. Et puis, ça te permet, en plus, s'ils ont une autre religion, de
plus facilement accuser la religion d'être responsable. C'est pour ça que dans tous les pays d'Europe, ils ont ramené une multitude d'émigrants, et c'est pas très compliqué à faire, puisqu'il suffit d'aller mettre la merde dans leur pays, et on les oblige à fuir, et donc forcément à venir chez nous. Donc on va balancer les bombes sur les Syriens, sur les Libyens, sur les Irakiens, sur les Afghans, et en même temps on leur passe des formulaires en leur disant la France est le pays des droits de l'homme, là vous serez en sécurité. Oui, moralité, ils prennent les bombes sur la gueule, quand ils ont la marre de les prendre, ils s'enfuient, et quand ils s'enfuient, ben, ils arrivent en Europe. Et c'est comme ça qu'ils ont amené une multitude de gens en Europe, avec lesquels maintenant il y a une ethnie différente, c'est-à-dire que ces gens ont une culture différente, une religion différente, et en plus ils le portent sur leur visage, parce que physiquement ils sont différents. Et donc ça c'est les conditions idéales pour déclencher ensuite une guerre civile. Et donc il suffit de faire un attentat monstrueux en France, et je crois que malheureusement c'est ce que nos dirigeants prévoient de faire, de déclencher un attentat énorme, grave, gravissime, tel que par exemple attaquer une école et massacrer 50 ou 100 gamins français d'une bonne école française, et en le faisant faire par des types qui seront systématiquement attribués islamistes ou quoi, terroristes, etc. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à lancer les haines. Et c'est déjà ce qui s'est fait avec Charlie, avec le Bataclan et autres. Oui, mais il y a déjà une haine générale. Et il y a déjà une haine contre les Arabes. Oui. N'importe quelle connerie, vandalisme ou quoi. Et avant de savoir qui c'est, la première relation, le premier réflexe, c'est les Arabes. Ouais. Ce sont les Arabes. Alors on assimile arabes, islamistes, terroristes. Voilà, mais on met même pas, après on fait même pas de différence entre quel pays ils sont, s'ils sont turcs ou pas. Non, ethnie. C'est le visage qu'il a. Dès qu'il est un peu bronzé, c'est bon, c'est un arabe, on le met dans le même lot, et c'est les fouteurs de merde dans le pays. Parce que c'est eux qu'on fait faire des conneries exprès pour nous remonter la tête contre eux. Tout à fait. Et donc là, dans la dernière vidéo, j'ai parlé au nom du CNT. Là, on rentre un petit peu dans l'aspect juridique, mais dans l'aspect juridique, il faut savoir que le Conseil national de transition, donc qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, est juridiquement la véritable autorité en France. C'est-à-dire que le vrai gouvernement de France, c'est ce Conseil national de transition sur le plan juridique. Et donc, au nom de ce Conseil national de transition, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, vous ne l'avez sûrement pas vue, dans laquelle je dis que je libère, parce qu'il y a une loi qui fait que les policiers, les gendarmes et les militaires ont ce qu'on appelle le devoir de réserve. Devoir de réserve, ça veut dire qu'il y a des secrets qu'ils connaissent, ils n'ont jamais le droit d'en parler. Et moi, dans cette dernière vidéo, comme je représente le gouvernement réel de France, j'ai annoncé à tous ces militaires que désormais je supprimais ce devoir de réserve. Et donc les saloperies qu'on leur demande de faire, ils ont le droit maintenant de les dire et de les dénoncer. Heureusement, on a Internet. Aujourd'hui, c'est notre meilleure chance. Et Internet n'est pas encore totalement censuré, même s'il l'est beaucoup en France, il ne l'est pas encore totalement. Donc on peut encore passer beaucoup d'informations. Et il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, il y a un espion français qui a fait une vidéo à un village masqué avec un journaliste et qui dénonce et qui, dans tout ce qu'il dénonce, reconnaît clairement que l'attentat du Bataclan était parfaitement prévu, organisé et se savait par nos propres dirigeants. Donc ce que je vous avais dit à l'époque, vous le saviez déjà, mais la plupart des gens n'en étaient pas conscients. Aujourd'hui, c'est un des membres qui travaille pour ces gens-là, qui reconnaît que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est gravissime, si on veut bien réfléchir, c'est gravissime. Bah oui, ça veut dire que vraiment, les hauts dirigeants, les hauts militaires servent des voyous à tuer des Français. C'est-à-dire que notre propre armée qu'on paye avec nos impôts assassine nos enfants, assassine nos parents, etc. C'est gravissime quand on réfléchit bien. Et là, c'est dénoncé clairement par un agent de ces équipes chargées de savoir ce qui se passe, proche d'eux. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, il y a encore d'autres gens qui vont faire pareil. D'autres membres qui vont un jour avouer, oui, moi j'ai participé à l'assassinat de Coluche. J'ai participé à celui de Bérégovoy, à celui de Boulin. Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils sont peut-être proches de la fin, et qu'ils ont envie de tout dénoncer, de tout balancer. Et donc on espère que beaucoup vont commencer à dévoiler, parce que quand on réfléchit bien, il y a quelques concepts qu'appliquent les politiciens qui sont raison d'État. Des termes comme celui-là, raison d'État, secret défense. Ce sont des termes, en fait, qui leur servent, juridiquement parlant, à avoir le droit de commettre des choses illégales.
C'est ce qui s'est passé par exemple avec une très vieille affaire dont vous n'avez pas entendu parler, mais qui date d'il y a 30 ou 40 ans, où le gouvernement français avait envoyé des assassins pour, en Australie, je crois que c'était, pour couler un bateau et tuer les gens qui étaient dessus, parce que ça gênait leurs intérêts économiques ou n'importe quoi. Et ils se sont fait prendre. L'affaire a mal tourné, ils se sont fait prendre. Mais toujours est-il que ça veut dire que les hauts dirigeants n'hésitent pas à utiliser les assassins. Et qu'il y a des gens qui, bon, sont un peu forcés, parce qu'ils sont rentrés dans l'armée, parce qu'ils sont rentrés dans la police, et que c'est les ordres. Et on les conditionne à accepter les ordres. Seulement aujourd'hui, de plus en plus maintenant, commence à se dire, si les ordres ne sont pas légaux, est-ce que je dois vraiment y obéir? Et si l'ordre n'est pas légal, on ne doit pas y obéir. Donc il y a tout ce schéma qui est en place. Alors en fait, quand je dis, je vais parler de l'avenir, l'avenir ça commence demain, et quand est-ce que ça finit? On ne le sait pas encore. Il n'y a pas de limite. L'avenir, c'est un mot qui veut dire à partir de demain, ça commence à être l'avenir, mais c'est sans limite. Donc si on veut réfléchir, la première des choses, c'est quelle est la situation de l'être humain sur Terre? Est-ce que, si on analyse le passé, l'histoire, quel a été le comportement de l'être humain? C'était de se considérer qu'il n'appartient pas à la Terre, qu'il est de passage, et que la Terre c'est juste une planète qu'on peut exploiter au maximum, ramasser tout ce qui est possible dessus, l'or, les diamants, le pétrole, etc., tuer les animaux, détruire les plantes, tout détruire, parce qu'après notre vie elle se fera sur la planète d'où on vient, et tant pis si cette planète elle est morte. Est-ce que c'est ça la logique de l'être humain, ou est-ce que la logique de l'être humain c'est de se dire si on vit sur la planète, il faut aussi protéger cette planète sur laquelle on vit? Est-ce que c'est normal de détruire nos océans? Est-ce que c'est normal de détruire nos terres? Est-ce que c'est normal d'exploiter la planète sans aucune limite, sans aucune fin, etc. Sûrement. Est-ce que c'est normal de continuer dans ce sens-là? Ben non, non. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Et si on réfléchit à long terme, comme on sait que le cerveau humain est le seul prédateur de l'homme, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir autrement? Le génocide qu'ils sont en train d'organiser en ce moment, qui s'en prend essentiellement aux enfants, donc par plusieurs moyens, qui est le fluor dans l'eau, qui est le fluor que même des médecins recommandent à des médecins, qui sont les vaccins qui permettent de limiter leur intelligence et de provoquer des maladies comme la sclérose en plaques ou la je ne sais plus comment ça s'appelle, myalgie, cette maladie qui vient directement de l'aluminium, etc., qui a été dénoncée il n'y a pas longtemps encore par d'autres laboratoires. Tout ça, c'est diminuer les enfants. Ça veut dire que la prochaine génération va être encore moins intelligente, moins capable de résister, moins capable d'avoir de la volonté, moins capable de réagir. Mais cette destruction, c'est aussi un tas d'enfants qui meurent très jeunes, un tas d'enfants qui ont des cancers, un tas d'enfants qui sont autistes ou quoi, et les parents ne sont pas spécialement heureux de ça. Parce que les enfants perdent leur père ou leur mère, c'est naturel, c'est pas grave, c'est normal. Donc, bien sûr, c'est pas très drôle de perdre parce qu'on perd un point de repère, mais c'est tout. Tandis que de perdre un enfant, c'est une souffrance monstrueuse, énorme, qu'on garde toute sa vie. Or, tous ces gens qui ont des enfants qui sont en bonne santé, qui sont heureux, qui sont en train de rire et qui vivent bien, et puis tout d'un coup ils les font vacciner quelques jours ou quelques semaines après, ils voient que leur enfant change complètement et devient triste et devient ou malade, ou etc. Les parents souffrent énormément. Donc c'est vraiment une souffrance, le système qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Ça ne fait que provoquer des souffrances, de même que la pauvreté provoquée, ça fait que des souffrances. Tandis qu'on pourrait se servir de notre cerveau autrement. Et si on se sert de notre cerveau en utilisant l'intelligence pour gérer la population humaine, on peut la diminuer. On peut décroître la décroissance complète de notre système, c'est-à-dire accorder plus d'importance aux choses vraies, que sont la nature, que sont notre planète, que sont les océans, que sont toutes les sources de vie. On peut lui donner plus d'importance et on ne sera pas privé. Si au lieu du dernier iPhone ou smartphone ou je sais pas quoi, tu as un ancien téléphone qui te permet quand même de parler et que grâce à ça, la planète va bien et que les océans sont riches et que tu peux les baigner librement dans les rivières et dans les mers parce que l'eau est pure, c'est quand même, ça vaut pas la peine d'avoir de l'eau pourrie pour avoir le dernier smartphone. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, non, bien sûr. Et donc, cette logique-là, c'est une logique qui vient et qui permettrait très facilement de réduire la population humaine, de l'intégrer dans la planète. Et pour ça, il y a une dizaine d'années, j'ai exposé un système, bon pour vous il était trop compliqué parce que vous étiez très jeune, qui était celui de
TVA flexible. Aujourd'hui, les gens ont des centaines de taxes, d'impôts et tout différents à payer, et tout le monde est racketté au maximum. Mais si on appliquait ce principe de TVA flexible, qui a déjà été examiné par des économistes de toute l'Europe, et tout le monde a dit c'est génial. Or, ce système-là permettrait de protéger complètement la planète, de protéger toutes les espèces, et de nous garantir la meilleure façon de vivre tout en réduisant la population. Est-ce que ce ne serait pas génial? Oui, mais comment ça marche, la TVA flexible? Le principe, c'est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, un riche et un pauvre arrivent tous les deux à la poissonnerie. Le riche, il va acheter du homard, de la langouste, les meilleurs poissons, et puis le pauvre, il va se contenter des sardines, des chinchards et des maquereaux. D'accord. Mais les deux payent la même TVA. Oui. Le riche, il va acheter une grosse bagnole qui consomme beaucoup, etc., qui va lui coûter 100 200 000 euros, et le pauvre, il va s'acheter une petite bagnole de merde à 10 ou 15 000 euros, et les deux payent la même TVA. Une TVA flexible, c'est une TVA qui, justement, est calculée en fonction de l'impact sur la planète. Et donc, on prend une voiture, par exemple. Une voiture qui est de bas de gamme, mais qui est faite avec des matériaux qui sont facilement recyclables, qui, pour être produite, ne fait pas énormément de pollution sur la planète, qui, au niveau consommation, ne va pas détruire l'air ambiant, etc., etc. Donc cette voiture, on va lui mettre une TVA toute petite, très faible. En revanche, une grosse voiture, pour la fabriquer, il a fallu des usines qui fabriquent tel type de pièces qui envoient énormément de pollution dans les rivières, dans l'air, dans l'eau, etc. Qu'en plus de ça, la voiture n'est pas recyclable. Enfin voilà, il y a une multitude d'inconvénients. Alors celle-là, comme on va lui mettre une TVA très haute. Oui, d'accord. Et donc ça fait quoi? Ça fait qu'on rétablit aussi la justice sociale. Parce que les gens très pauvres vont trouver des produits qui seront beaucoup plus accessibles, parce que la TVA sera particulièrement faible dessus, et les gens très riches s'offriront le luxe et rechigneront pas à payer très très cher. La voiture, au lieu de 200 000, elle vaudra 300 000. Eh bien, ils paieront les 300 000 parce que vraiment, ça leur fait plaisir. Mais en attendant, ils auront aussi payé pour que le pauvre, lui, il puisse avoir une voiture mieux et en payant moins cher. Donc, c'est un équilibre. Prenons par exemple un exemple sur les animaux. Vous avez une espèce de poisson qui est presque en voie de disparition. Alors là, vous mettez une TVA énorme. Donc, vraiment, les hyper riches qui pourront se le payer. Et puis les poissons qui sont courants, que cela, il n'y a aucun risque que l'espèce soit en danger, vous mettez une TVA très faible. Eh bien, les pauvres vont s'acheter volontiers celui-là et ils paieront très peu cher. Et les espèces très chères, il y a beaucoup moins de gens qui vont en acheter. Seuls quelques riches feront la fantaisie de dépenser des fortunes. Et donc l'espèce va pouvoir se régénérer. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas mal. Autre raisonnement. Vous avez des produits qui sont des OGM, qui sont exportés, bon, c'est les Américains essentiellement qui fabriquent des OGM. Or, les OGM vont produire que les gens qui les consomment vont avoir des enfants qui seront ou malades ou atteints de difformités, etc. Bon. Donc ça va coûter cher à la société, parce qu'un enfant qui naît avec des anomalies, il va falloir que toute la société paye plus de charges à la sécurité sociale pour des gens en permanence malades. Oui. Donc les produits qui arrivent, qui sont des OGM, vont avoir une TVA très forte, justement pour que les gens soient dégoûtés de payer si cher pour un produit qui va les rendre malades, parce qu'ils vont coûter cher à la société. En fait, tout ce qui a un impact mauvais pour la société et la planète, c'est ce qui coûtera le plus cher. Voilà, et là on met des TVA énormes. Et si on prend tous les produits qui sont sains, le petit agriculteur qui va faire des produits locaux, sains, naturels, normaux, et sans pourrir la terre avec des pesticides, avec tout ça, eh bien il vend dans la région, et celui-là on lui met une TVA mais extrêmement faible, presque rien. Alors qu'est-ce que vont faire les gens qui vivent dans le coin? Les poireaux là, c'est machin qui les fabrique dans son champ là-bas, on sait que c'est sain, c'est naturel, on va les acheter, on consomme bien, on mange sainement, et on paye presque pas de TVA. Quel est l'intérêt des gens d'aller ensuite acheter des pommes qui arrivent de l'autre bout du monde parce que c'est des OGM fabriqués par Monsanto? Les gens n'auront même pas envie d'aller acheter ces pommes, même si elles sont jolies, bien présentées et tout ça. Ils préfèrent les produits sains qui sont fabriqués à côté de chez lui. Et donc, si en plus ces pommes qui arrivent du Chili ou de je sais pas d'où se retrouvent avec des TVA énormes, elles seront beaucoup plus chères. Alors ceux qui ont envie de se payer des OGM et de manger des OGM, ils dépenseront très cher pour les manger. Mais le fait qu'ils dépensent plus, c'est de l'argent pour l'État qui va permettre de compenser quand ses enfants seront malades, etc. Parce qu'en consommant des OGM, ils provoquent forcément des gens beaucoup plus malades. Et tout peut être géré comme ça avec cette TVA flexible.
Et donc c'est un concept qui permet de sauver la planète, qui permet d'arrêter de polluer les océans et qui oblige par exemple, encore un autre exemple, juste de l'eau. L'eau c'est vraiment l'élément vital, c'est la base de la vie. Allez dans un magasin chercher de l'eau, vous trouverez presque que de l'eau en plastique. Il n'y a plus que ça. Or le plastique échange avec l'eau, puisque deux produits en contact, il y a un échange moléculaire entre les deux naturellement. Et ces plastiques sont fabriqués de telle manière qu'ils transmettent dans l'eau des charges négatives qui sont mauvaises pour la santé. Bon, qu'est-ce qui empêche demain d'avoir des bouteilles de l'eau dans des bouteilles en verre, comme c'était dans le temps? Il y a deux avantages. Premièrement, d'abord, le verre est complètement neutre et c'est une matière naturelle, c'est pas du plastique, donc il n'y a pas d'échange, pratiquement aucun. L'eau reste saine. Ensuite, le deuxième énorme avantage, c'est que vous ne payez que l'eau et pas la bouteille. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous ramenez votre bouteille, c'est le principe de la consigne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu ramènes ta bouteille vide et on te la reprend et donc tu payes que le prix de l'eau. Alors imaginez ça maintenant sur l'eau, sur les vins, sur toutes les boissons. Regardez tous ces coca, tous ces trucs, c'est tout en plastique. Rajoutez encore les shampoings, rajoutez encore les produits, tous les produits. Dans les boutiques, maintenant, vous n'avez plus que du plastique. Pourquoi? Parce que c'est les marchands de plastique qui contrôlent le marché. Mais si on appliquait la TVA flexible, vous voulez vendre des produits sous plastique? Ok, on vous met une TVA très forte, puisque c'est des produits qui sont malsains et qui en plus détruisent la planète, parce que ce plastique, il n'est pas recyclable. En revanche, l'eau dans une bouteille de verre, il n'y aura presque pas de TVA dessus, puisque à chaque fois, le verre, vous allez ramener la bouteille pour racheter que l'eau. Et puis au pire, si vous cassez du verre, le verre c'est du quartz. C'est rien d'autre. Donc ça se remélange dans la nature et écologiquement, ça ne détruit pas la planète. Alors qu'aujourd'hui, vous avez une véritable île en pleine mer composée uniquement de déchets en plastique. Et vous avez une multitude d'espèces animales qui en meurent, etc. Donc on change complètement, juste avec cette TVA flexible, on change complètement le fonctionnement de la planète. Et en même temps, on peut ajouter un concept que j'exposais dans la démosophie sur la manière de réduire la volonté des enfants d'avoir des enfants. Et donc si dans tous ces pays maintenant où les gens ont 8, 10, 15 enfants, il faut comprendre pourquoi ils ont 8, 10, 15 enfants. C'est pas seulement parce qu'il y a absence de préservatif ou absence de moyens de contraception, c'est aussi parce qu'il y a totale absence d'éducation et il y a aussi, malheureusement, beaucoup de femmes, de couples qui se disent il faut en faire beaucoup pour que les plus grands puissent s'occuper des plus petits, pour que sur tous les enfants qu'on a, il y en a qu'on pourra vendre pour les organes ou pour les louer ou pour la prostitution ou n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Et plein de gens ont beaucoup d'enfants pour ça. Mais si demain, plus ils ont d'enfants et plus ça leur coûte au lieu de leur rapporter, ils préféreront en avoir moins. Et dans les pays comme les nôtres, si aujourd'hui tu as un enfant, et que ça te donne droit à des avantages financiers. C'est-à-dire que tu as un enfant, c'est normal pour un couple d'avoir un enfant. Tu as un enfant, tu touches une prime pour cet enfant. Mais par contre, si tu as un deuxième, la prime, on la divise par 2. Et si tu as un troisième, tu n'as plus du tout de prime. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, un peu justes ou quoi, ils vont se dire, si j'ai un enfant, tout va bien, ça me rapporte. Si j'ai un deuxième, ça va être déjà plus dur. Et puis le troisième, on va bien réfléchir avant de le faire. Moralité, naturellement, les gens auront envie d'avoir moins d'enfants, et en ayant moins d'enfants, de s'en occuper plus. Et donc on change complètement la mentalité, l'esprit, le fonctionnement. Et en même temps, on réduit la population, et naturellement, sans mal. La population sans souffrance. Contrairement aux souffrances que représente pour des parents d'avoir un enfant qui a le cancer à 3, 4 ans, 5 ans, et aujourd'hui les hôpitaux sont pleins. Et puis la TVA flexible aussi. Et avec la TVA flexible, on arrive complètement à gérer la société de manière facile, saine, sans que les gens aient payé des impôts, etc. Et puis ça rétablit l'équilibre social. Oui, parce que le mauvais, le dangereux, c'est ce qui devient cher. Et le bon, c'est ce qui devient accessible. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon réellement, c'est extrêmement cher. Et toute la pourriture qui nous fait du mal, qui fait du mal à la planète, qui fait du mal à nos terres, à nos plantes, à tout, c'est ce qui est pas cher. Oui, tout à fait. Alors on prend que le mauvais. Oui, on met que du mauvais dans la... à consommer la plus bas de gamme, ce qui est plus mauvais, et pour eux et pour la planète. Et aujourd'hui, tout est fait dans ce sens-là. Effectivement. La TVA flexible, ça renverserait complètement le système. Ça renverserait complètement le système. Tout pour le bon, quoi, après. Et donc les gens vivraient plus sainement, et tous les produits qui rendent malades, ils auraient des TVA très fortes, et les produits qui sont sains, etc., auraient des TVA très faibles. Et donc c'est une manière de gérer la société complètement différente. Alors quand je parlais tout à l'heure d'avenir qui commence demain et qui finit sans limite,
Là, on raisonne sur des schémas à très long terme, c'est-à-dire comment ramener l'être humain à une population au niveau de la planète telle qu'il cesse de détruire toutes les autres espèces, il cesse de pourrir la planète et il cesse de vouloir l'exploiter à tout va. Il y a aussi bien sûr l'autorisation des brevets, parce qu'aujourd'hui, on le sait maintenant avec certitude, tous nos réseaux actuels électriques, nos moteurs à essence et tout ça est largement dépassé. Il y a plein d'autres systèmes qui fait qu'on n'aurait pas besoin de ça et qu'on pourrait très bien fonctionner. Seulement, comme le système a été mis en place par des gens qui le dirigent aujourd'hui et qui exploitent grâce au pétrole et à tout ça, ils ne veulent surtout pas perdre ça. Donc les brevets sont bloqués. Mais il y en a plein. Des brevets de moteurs à eau, des brevets de moteurs à énergie électromagnétique ou magnétique, enfin il y a une multitude. C'est la même chose. Juste avec la TVA flexible, on pourrait complètement changer tout ça. Donc on libère les brevets. Un moteur à eau, on vous met une TVA très basse. Maintenant, si vous voulez un moteur à essence, eh ben, on vous met une TVA très haute. Vous arrivez chez le garagiste, la voiture là c'est la même, avec le moteur à eau elle vaut 20 000 € et avec le moteur à essence elle vaut 30 000. Laquelle vous achetez? Celle avec le moteur à eau. Non? Oui. Et donc tout comme ça. Et donc on peut complètement transformer notre société assez facilement. Alors quand je dis l'avenir ça commence demain, ça veut dire que ceux qui aujourd'hui ont intérêt à ce que toute la société soit inversée, et donc qu'on consomme ce qu'il y a de plus mauvais, qu'on paye le moins cher ce qu'il y a de plus mauvais et que tout fonctionne à l'envers, leur intérêt c'est de continuer comme ça pour établir une dictature totale. C'est le schéma, ce qu'on appelle globalement maintenant le nouvel ordre mondial. Et c'est ce qu'ils veulent et ils ont mis en place dans chaque pays les gouvernements. Et nous en France on est spécialement visés parce que la France dans le monde entier a une image des droits de l'homme, ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une référence dans le monde entier. C'est-à-dire si vous allez en Chine, au Japon ou en Argentine, tout le monde sait que la France est le pays des droits de l'homme. Donc ce qu'ils voulaient c'était détruire la France en premier et détruire les droits de l'homme. Et c'est en train de se faire. Ils ont réussi à faire passer un de leurs membres, donc en l'occurrence Macron, qui est un des membres du club Bilderberg, qui représente donc ces banques et ces multinationales, ils ont réussi à le mettre président. Toutes les trafics des élections et tout ça, tout le monde est au courant et il est évident que si on était dans un vrai pays démocratique, les élections seraient déjà annulées. Mais bon, c'est pas le cas parce qu'on est déjà sous une forme de dictature. Et c'est une dictature qui tient la route pour une seule raison, c'est que tous les politiciens sont complices de Macron. Tous touchent des gros avantages en laissant le système continuer. Ce fameux système qu'on appelle la République qui n'a jamais fonctionné nulle part et qui est toujours en place dans la plupart des pays parce que ceux qui dirigent le monde veulent garder cette République qui leur permette d'avoir la main mise sur le pays et que ce soit une dictature déguisée en fait, et non pas une vraie démocratie. Alors, ça c'est un avenir. Le deuxième avenir, et là on arrive à la fourche, où il faudra choisir, soit on continue comme ça, parce que tout changement, c'est toujours le même, hein, c'est soit on continue, soit on change. C'est soit on continue avec la République, soit on cherche autre chose. Soit on continue avec les politiciens, soit on cherche autre chose. Soit on continue dans la tendance actuelle, qui est de remplacer le bien par le mal, et donc la justice maintenant condamne les gens qui font des petites choses à des peines très graves, et les gens qui font des choses très graves, elle ne les condamne pas du tout. La justice aujourd'hui protège les réseaux pédocriminels, etc. Donc on est dans un monde où aujourd'hui tout est en train de s'inverser. Alors est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on change, et on prend une autre option? Bien évidemment, on change. C'est le raisonnement de gens qui sont sains dans leur tête. Seulement, c'est pas le cas de la grande majorité, parce que la grande majorité a peur. Elle est contrôlée par la peur, et la peur est entretenue par la télévision, par tout ça, à toujours faire croire aux gens qui sont sous une menace. La menace du changement climatique, la menace du terrorisme, la menace de... Et les gens, on les maintient sous cet état de peur, ce qui fait que ça permet à ceux qui ont créé ce système de dire vous avez peur mais nous on est là pour veiller. Oui. Ouais. Et donc les gens, ce qu'ils ont plus peur que tout, c'est qu'il n'y ait plus personne pour veiller ou qu'ils soient tout d'un coup obligés d'être responsables eux-mêmes. Et les gens ont peur d'être responsables eux-mêmes. Donc je crois que si on veut imaginer un vrai changement, il faut vraiment que ça commence à la fois par chaque être humain qui tout d'un coup accepte d'être responsable, d'affronter ses peurs, et il faut aussi que ce soit au niveau collectif,
où toute une population est prête à se dire, bon, maintenant qu'on abandonne la République, on prend le temps de trouver un nouveau système de gestion. Comment est-ce qu'on s'organise pour vivre tous ensemble? On est 65 millions sur un territoire qu'on appelle la France. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour vivre ensemble? Est-ce qu'on garde un système où on vote pour les élus? Ou on crée une université et à chaque fois, c'est ceux qui ont les meilleures notes qu'on mettra président ou autre? Est-ce qu'on garde les termes président, ministre et tout ça? Ou est-ce qu'on trouve un autre système? Est-ce que... Voilà, les questions sont multiples. Mais si on a 1 an, 2 ans tranquillement pour y réfléchir, est-ce que dans la tête de tous les jeunes, il n'y a pas un tas de nouvelles idées qui vont arriver? Est-ce que si on laisse librement 60 millions de personnes avoir les vraies informations, savoir vraiment ce qui se passe, donc munis des vraies informations, que les gens tout d'un coup prennent conscience de ce qu'est la réalité actuelle et de savoir quoi faire pour y réagir. Et qu'ils aient libre possibilité de se réunir avec d'autres et de discuter et petit à petit de construire un nouveau système. Est-ce qu'en 1 ou 2 ans on ne va pas y arriver? Oh, oui, je pense bien. Je pense que c'est tout à fait possible. Si en plus on leur donne les bonnes conditions pour le faire. Quelles sont les bonnes conditions aujourd'hui pour qu'un peuple tout en entier se sente bien? Parce qu'il faut se sentir bien dans sa tête. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Première des choses déjà, c'est avoir des vraies informations. Aujourd'hui, tout le monde est dans la confusion. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? La télé dit ça, mais sur Internet, on dit le contraire. Voilà. Déjà, il faut retirer cette confusion. Donc, il faut nationaliser une chaîne de télé. Disposer au moins d'un outil sur lequel les gens, quand ils appuient sur le bouton, ils vont sur le numéro 1. Le numéro 1 sait que c'est les informations contrôlées par les citoyens, vérifiées et que c'est sûr que c'est vrai. Est-ce que ça ne serait pas déjà un premier grand confort? Oui. La vraie vérité. Voilà. Ensuite, le deuxième, est-ce que le fait qu'on soit à l'aise économiquement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de souci de fin de mois, pas de souci d'argent, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait drôlement pratique? Oui. Ben oui, pour avoir le temps de réfléchir, de passer le temps de ne pas être pris à la gorge, de travailler, d'être obligé de... Pour pouvoir organiser notre nouvelle société. Donc, créer un revenu universel. Ça serait un revenu universel, d'après nos calculs, et ce sont des calculs qui ont été faits par de nombreux économistes dans toute l'Europe. Aujourd'hui, on pourrait, dans n'importe quel pays, verser 2 000 € par personne comme revenu universel en plus de son travail. Donc s'il travaille en plus, ce sera en plus. Mais que tout le monde touche au moins 2 000 €. Parce que le pays lui-même produit une richesse très largement suffisante. Et il faut savoir une chose tout à fait curieuse. C'est que les études qui ont été poussées à ce point-là, sur ce sujet, ont montré qu'actuellement, les pays dépensent plus que ça pour ne pas donner ces 2 000 €. C'est-à-dire que pour ne pas donner ces 2 000 € à chaque personne, ils ont mis en place des aides sociales, des systèmes de chômage, des systèmes de retraite, une multitude de systèmes pour que les gens touchent beaucoup moins. Et donc ça commence par les RSA à 450 € par mois, ça va des retraites de vieux à 600-700 € par mois, ça va au chômage où la plupart des gens touchent des 800, 1000, 1200 € par mois. Et donc on est loin des 2000, mais ça coûte plus de 2000 € pour avoir monté ce système. Ça veut dire que demain, on annule totalement le chômage, on annule totalement toutes les aides sociales, on annule la retraite pour tous ceux qui touchent moins du revenu universel, et tout le monde touche 2 000 € tous les mois. Et ça coûte moins cher à l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'augmenter les charges sociales ni quoi que ce soit, il n'y en aura plus de toute façon puisqu'il y a la TVA flexible. Donc il n'y a même plus besoin d'impôts. Et donc ça permet de gérer complètement le pays avec la plus grande facilité sur le plan économique, en permettant à chaque personne de vivre bien et confortablement. C'est beaucoup plus juste. Alors je dis 2000, on est parti nous sur le Conseil national de transition sur 1500 seulement. Mais seulement à partir de demain, le temps de faire la création monétaire, on verse 1500 € à chaque personne. Donc dans 2-3 mois après la mise en place, chaque personne va toucher 1500 €. S'il travaille, ben, ça viendra en plus. S'il ne travaille pas, ben, il a au moins ça. Mais avec ça, on vit. Mais quelqu'un d'autre, justement, je profite, quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il dira, oui, mais là, c'est l'argent de l'État qui se vide. Parce que l'État, il te verse. Alors, l'État, il sort. Mais pardon, l'argent, il sort. C'est que la personne n'a pas compris qu'actuellement, l'État sort plus que cet argent-là pour
mettre en place chômage, retraite, sécurité sociale, CAF, chômage, ANPE, tous ces systèmes-là. Tout ça, c'est une structure globale qui coûte plus cher que payer 2000 euros, à chaque personne. Et donc en donnant que 1500 à chaque personne, pour commencer, ça rapporte plus d'argent à tout l'ensemble de l'État. Ouais, c'est vrai, ouais. Et si on prend le concept, maintenant parlons du concept lui-même, sur le long terme. Le concept, c'est est-ce qu'on veut une planète dirigée par un petit groupe qui possède les banques et multinationales et que tout le monde est esclave de ce petit groupe, qui décidera si vous avez le droit de vivre ou pas, qui décide si vous êtes malade ou pas, qui décide de tout. Ou est-ce que chaque personne, tout d'un coup, devient responsable et veut protéger sa famille et veut protéger la planète en même temps? Ça, c'est un choix. Et donc, si on laisse faire, on va vers le choix qu'eux ont fait, qui est leur intérêt. Mais si on prend le choix de chaque individu, est-ce que chaque individu n'a pas plutôt envie de vivre librement et quand il traverse une rivière, de pouvoir prendre de l'eau, la boire naturellement sans aucun souci, de se dire il n'y a pas une usine qui a déversé des cochonneries, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Est-ce que de retrouver une planète complètement saine, on n'a pas tous envie de ça? Oui. Et c'est évident. Donc voilà le choix devant lequel on est confronté, et on y est confronté là dans le dernier semestre de 2017, puisque là il y a les élections, aujourd'hui c'est le jour des élections législatives, où tous les politiciens se sont organisés pour rester divisés entre eux, pour laisser tous les pouvoirs aux représentants du club Bilderberg, donc à Macron, qui est le nouveau gouverneur de France. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui les banques et multinationales ont tout pouvoir sur la France. Et donc ils vont aller exclusivement dans cette direction. Et là, le gouvernement français vient de passer une loi auprès du Conseil européen. Il a demandé la suppression totale des droits de l'homme. Ça veut dire que ce qui fonde la France, qui fait que la France existe aujourd'hui, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, notre gouvernement, ce nouveau gouvernement, vient de faire une demande pour les supprimer complètement. Et donc il n'y a plus que le Conseil national de transition qui défend ces droits de l'homme, qui défend donc l'idée que chaque être humain qui naît est libre et égal comme les autres, qui défend l'idée que toute association politique ne doit avoir qu'un seul but, c'est de protéger les droits de chaque individu, c'est-à-dire tout ce qui figure dans cette déclaration des droits de l'homme est ce qui gêne ceux qui veulent faire le contraire, forcément, et qui disposent de la République pour le faire. Et donc, grâce à cette République, ils sont en train aujourd'hui de revoir la Constitution pour annuler totalement les droits de l'homme. Si on rétablit les droits de l'homme, qu'est-ce qu'on doit faire en France? On doit, en tout premier lieu, donc, mettre en place ce Conseil national de transition à la place des politiciens, à la place de la République. Et ce Conseil, comme ce n'est pas un mouvement politique, il n'y a aucune tendance, ni gauche, ni droite, ni quoi que ce soit, il n'y a aucune tendance politique, ce Conseil, son rôle, c'est de laisser les gens décider du système de gouvernance qu'ils veulent, donc d'écrire eux-mêmes une constitution. Tout l'ensemble du peuple français avec les idées des jeunes qui vont vivre dans ce monde-là. Parce que dans 20 ans, moi je ne serai plus là. Enfin, peut-être que si, mais on ne sait pas. Mais en tous les cas, vous serez là, c'est sûr. Et ce sera le monde que vous aurez créé dans lequel vous vivrez. Alors est-ce que vous voulez être les créateurs de votre monde, de celui dans lequel vous allez vivre? Il faut que ce soit vous qui en fassiez les règles aujourd'hui. Sinon, vous n'êtes que des sujets passifs qui acceptent les règles que d'autres vont faire pour vous. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont en train d'écrire des règles dans lesquelles ils vous autorisent à être esclave ou soldat, pas plus. Vous pouvez passer toutes les études que vous voulez, à la fin vous serez caissier ou manutentionnaire dans une de leurs supermarchés ou dans l'une de leurs grandes entreprises. Quelles que soient vos études, et allez parler avec les filles qui sont dans les caisses des grandes surfaces, vous verrez que 9 sur 10, elles ont fait un paquet d'études et à la fin, elles ont accepté ce boulot parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. Et tout est fait dans ce sens-là. Donc, ce monde, est-ce que vous acceptez de le subir ou est-ce que vous voulez décider des règles dans lesquelles vous allez vivre? C'est une responsabilité individuelle qui deviendra collective si vous êtes assez nombreux à le vouloir. Et si ce Conseil national de transition se met en place, son rôle n'étant pas de prendre les décisions, mais de laisser l'ensemble du peuple prendre les décisions, ce Conseil, lui, ce qu'il va faire, c'est seulement de suspendre tout ce qui est légal. Donc toutes les décisions qui ont été prises par les dirigeants français depuis le traité de Maastricht, qui lui-même était illégal, depuis cette date-là, tout ce qu'ils ont décidé
comme ce sont des décisions qui ont plongé la France dans le chaos déjà et qui a permis qu'on en arrive au point où on en est maintenant, avec des bidonvilles autour des grandes villes, avec une pauvreté partout, avec un mal-vivre général, eh bien toutes ces décisions, on les annule, simplement on les suspend, elles n'existent plus. Les Français, quand ils vont rédiger leur constitution, décideront de ce qu'ils veulent faire. Donc avant on n'avait pas l'euro, eh bien on va garder l'euro, on ne va pas dire qu'on l'annule, on ne prend pas de décision. Mais en revanche, rien ne nous interdit de créer le franc en plus. Et le pays aura deux monnaies, l'euro et le franc. Le pays décidera au moment... Et les Français, quand ils finiront de rédiger leur constitution, décideront de ce qu'ils font. Ils veulent rester dans l'euro, ils restent dans l'euro. Ils veulent garder les deux monnaies, ils gardent les deux monnaies. Ils veulent annuler l'euro et garder que le franc, ils garderont que le franc. Et pour tout comme ça, les Français décideront tout. Mais en attendant, nous, on suspend toutes les lois qui ne sont pas légales et pas conformes à la législation française d'origine, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Pour laquelle ils se sont battus nos ancêtres. Oui, tout à fait. Donc, l'avenir, aujourd'hui, ça va être soit d'aller vers le chaos, et quand on regarde bien ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils ne sont pas en train de dominer et d'exploiter les pays. Ils sont en train d'y créer le chaos, c'est pas la même chose. Quand ils ont envahi l'Irak, plein de gens se sont dit, oui, on va apporter la démocratie parce qu'il y a un dictateur. Ça, c'est ce qu'ils ont fait croire au monde entier.